Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce 57e webinaire organisé par le réseau Rappel. Donc, ce webinaire est aujourd'hui consacré à la présentation des missions d'information et de médiation du Médiateur national de l'énergie. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Caroline Keller, qui est chef du service information et communication. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous aurons un temps de questions-réponses à la suite de l'intervention qui sera animée par Aurélien. Je vous souhaite donc un bon webinaire et on se retrouve dans une petite demi-heure pour le temps de questions-réponses. Je laisse donc la parole à Caroline. Bonjour à tous. Voilà, je suis Caroline Keller. Je suis chef du service information et communication chez le Médiateur national de l'énergie depuis plusieurs années. Et je vais vous présenter nos missions et comment on peut vous aider dans l'accompagnement, notamment des personnes en précarité énergétique. Donc, la structure de ma présentation, hein, qui durera à peu près une demi-heure, pour après laisser la place aux questions-réponses. Je vais vous présenter qui est le Médiateur national de l'énergie, nos deux missions, et à la fin, voilà, quelles sont les informations et comment nous contacter pour pouvoir aider les personnes que vous accompagnez. Euh, sur notre rôle, donc, on a le statut d'autorité publique indépendante et on a été créé fin 2006, juste avant l'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité et du gaz, voilà, à la concurrence pour les particuliers. Et nos deux missions, c'est des missions qui sont fixées par la loi, hein, une mission d'information et une mission de médiation, aider au règlement amiable des litiges entre les consommateurs et les entreprises du secteur de l'énergie. Donc, on n'a pas de mission liée à la précarité énergétique, mais dès le début de notre mise en place, on a été effectivement contacté par des personnes qui avaient souvent des difficultés de paiement. C'est vrai que quand on reçoit une facture de régularisation de plusieurs milliers d'euros, c'est compliqué, et encore plus quand on est déjà en précarité ou me faire tomber en précarité énergétique. Donc voilà, c'est pour ça que dès la mise en place du médiateur, euh, c'est un sujet auquel on s'est intéressé. On avait pour la mise en place de la trêve hivernale sur le chèque énergie, voilà, d'éviter des rattrapages sur plus d'un an, des choses, rattrapage de facturation sur plus d'un an, etc. Donc voilà, on n'a pas de rôle dans la précarité fixée par la loi, mais dans les faits, on est fortement impliqué. Et plus généralement, en plus de missions fixées par la loi, qui sont l'information et la médiation, on essaye, avec l'expérience des dossiers qu'on traite en médiation, de faire des propositions, déjà pour faire évoluer les pratiques des fournisseurs, mais également quand c'est nécessaire pour faire évoluer la loi. C'est vraiment quelque chose qui est important pour les différents médiateurs qui sont succédés, et notamment pour le médiateur actuel, qui est Olivier Chavon-Bedval, voilà, et qui est notre médiateur pour assurer l'indépendance euh, du médiateur. Son mandat est non révocable et il peut être renouvelé qu'une seule fois. On est indépendant, voilà, de l'État, mais aussi on est indépendant des fournisseurs, hein. Voilà, on n'est pas les médiateurs de tel ou tel fournisseur, on est le médiateur pour tous les fournisseurs, gestionnaires de réseau, etc. Voilà. Donc, du coup, je vais vous détailler un peu plus nos missions, et que ce soit dans la mission d'information ou de médiation, je vais essayer de vous dire quels sont les pièges ou les problèmes qu'on rencontre, hein, voilà, et, de mieux aider les personnes que vous accompagnez. Donc, juste un chiffre sur voilà, nombre de personnes qu'on a informées l'an dernier, hein, donc à peu près. Enfin, là, c'était 2022, 2023, c'est même un peu plus. Donc, on a enseigné plus de 4 millions de personnes. Pour ça, voilà, on a notre site institutionnel, mais le site où il y a vraiment énormément d'informations, c'est notre site Énergie Info. C'est vraiment un site des infos pratiques. Et Énergie Info, c'est un site, mais c'est aussi un centre d'appel. Donc, voilà, soit les consommateurs, soit vous pouvez appeler 08 pour
pour avoir des informations. Et on essaye de mettre sur notre site pas mal d'informations d'actualité qu'on relaie également sur les réseaux sociaux. Sur le dispositif Énergie Info, donc voilà, vraiment, il y a le centre d'appel et je voulais vous dire, enfin, vous rappeler quelques informations qu'on trouve sur le site. Voilà, donc il y a des fiches sur un peu tout, faire quand on déménage, quand on a des difficultés de paiement, si on a des questions sur le compteur, sur la trêve hivernale, etc. On a aussi des outils. Si on veut avoir la liste des fournisseurs ou comparer les offres, on a des outils. On a aussi un outil qui permet de savoir si, en fonction de sa consommation, il vaut mieux avoir l'option base ou heure pleine, heure creuse. Des gens ont l'option heure pleine, heure creuse, mais ils consomment quasiment tout en heure pleine. Dans ce cas-là, ça ne sert à rien d'avoir ce type d'offre. Voilà. Et si vous avez une question, si c'est une question un peu pointue, je vous conseille d'utiliser plutôt notre formulaire qui est en bas de page du site, parce que ça va directement dans mon équipe, voilà, qui sont une équipe un peu plus experte pour les questions que le centre d'appel qui est notre niveau. Comme je vous disais, on essaie vraiment de mettre des informations d'actualité sur notre site. Par exemple, voilà, sur le chèque énergie 2024, je ne sais pas si vous avez entendu, mais a priori, comme il y a une suppression de la taxe d'habitation en 2023 pour les résidences principales, les personnes en 2024 vont recevoir le chèque énergie, ce seront les mêmes que celles qui l'ont reçu l'année dernière. Et donc, s'il y avait des nouvelles personnes qui auraient pu y prétendre, elles n'y auront pas droit directement. Il faudra qu'elles fassent une réclamation par la suite. Donc là, c'est des choses où il n'y a pas encore de texte réglementaire, hein, mais c'est des informations qui ont circulé dans la presse. Donc, on a fait une actualité sur ce sujet qui est sur notre page d'accueil Énergie Info. Voilà, ça permet déjà de répondre aux questions et bien évidemment, dès qu'il y aura des informations plus complètes qui auront été mises à jour avec les textes réglementaires, on les publiera. Je voulais revenir voilà, sur notre comparateur, de dire qu'il existe vraiment depuis 2009. Maintenant, il y a une base légale. Hein, il est dit dans la loi que nous devons faire un comparateur. Ça s'est dit depuis 2019, mais le comparateur existait déjà depuis 10 ans. Et donc, il est possible de faire des simulations sur le site. Et s'il y a des personnes qui n'ont pas accès à Internet, elles peuvent nous appeler. Et on leur fera une simulation qu'on leur enverra par courrier. Voilà. Et voilà, pour information, hein, donc sur le comparateur, il faut gagner des informations sur l'énergie, la puissance, etc. Mais en haut, il y a un petit onglet qui est de fourniture d'électricité ou de gaz. Que faut-il regarder? Parce qu'effectivement, il faut regarder le prix, mais ce n'est pas la seule chose qui est importante à regarder. Je vais y revenir un peu après, mais voilà, vous retrouverez ces informations dès la page du comparateur. Voilà. Et du coup, voilà quelques petits pièges à éviter. Déjà, sur les offres qui existent aujourd'hui, il y a deux types d'offres, les tarifs réglementés qui sont fixés par les pouvoirs publics et les offres de marché, sachant qu'aujourd'hui, il n'existe plus que des tarifs réglementés pour l'électricité. En gaz, le tarif réglementé a été supprimé le 1er juillet 2023. Donc voilà, quand on parle de tarif réglementé, c'est uniquement en électricité et il n'y a que le fournisseur historique qui peut le proposer. En gaz naturel, pour permettre de comparer les offres qui existent, d'avoir une espèce de référence, il a été décidé que maintenant qu'il n'y ait plus le tarif réglementé, la Commission de régulation de l'énergie publie un prix repère, voilà, avec un montant d'abonnement et un prix du kilowattheure. Elle publie ça sur son site internet et nous, on reprend ça dans notre comparateur, on le met bien, c'est affiché en haut. Ça permet effectivement de comparer son offre actuelle et puis les autres offres disponibles à la souscription à ce prix repère. Parce qu'effectivement, sinon, ça permet pour les démarcheurs de pouvoir un peu induire en erreur. Donc, ce prix repère est important en gaz vu qu'il n'y a plus de tarifs réglementés. Voilà. Et donc, sur les différents types d'offres, voilà ce que je disais, en électricité, il y a le tarif réglementé. Et après, voilà, ça, c'est ce qui est réglementé. Et après, il y a plein d'offres de marché, qui sont en électricité ou en gaz. Il y a des offres qui sont à prix fixe. Quand les offres sont à prix fixe, en général, c'est le prix du kilowattheure hein, qui est
fixe, et le fournisseur dit que son prix est fixe, soit pour 1 an, 2 ans ou 3 ans, ça dépend de ce qui est écrit dans le contrat. Et là, c'est le fournisseur qui s'engage sur le prix pendant 1 an ou 2 ans. Mais le consommateur, lui, si finalement il se rend compte que ce prix il n'est pas intéressant, il peut changer. Pour un particulier, il peut changer quand il veut. Il n'y a jamais de frais de résiliation anticipée. C'est interdit par la loi, hein. Donc voilà, parfois il y a des incompréhensions sur ce point-là. Il y a aussi des prix qui sont soit indexés sur le tarif réglementaire d'électricité ou sur le prix repère en gaz. Et il y a parfois des autres formules d'indexation bien plus, voilà, soit plus compliquées, soit des fournisseurs qui disent je peux changer mon prix à tout moment, il faut juste que je vous prévienne 1 mois à l'avance. Donc là, effectivement, il faut faire très attention. Et donc, qu'est-ce qu'il faut regarder pour comparer les offres? Bien évidemment, ce qu'il faut regarder, c'est le prix de l'abonnement et le prix du kilowattheure. Et puis, il faut bien faire attention quand on compare. Soit on regarde tout le temps tout hors taxe, soit tout avec toutes les taxes. Mais pas comparer certaines choses en hors taxe, sinon c'est pas comparable. Et nous, enfin, s'il y a un message à faire passer, c'est qu'il faut vraiment faire attention, ne pas regarder que le montant des mensualités, parce que parfois les mensualités elles sont sous-estimées, surtout si on a souscrit son contrat par démarchage. Les démarcheurs ont tendance à sous-estimer les mensualités pour vendre, voilà, et ils vendent des offres qui sont pas forcément intéressantes. Donc vraiment attention au montant des mensualités. Voilà. Et puis il y a, ok, ça peut être intéressant de souscrire une offre pas très chère, mais il faut regarder le mode d'évolution. Prix fixe, ça ne bougera pas, donc c'est rassurant. Et après, quand c'est des offres qui sont indexées, si c'est sur le tarif réglementé ou prix de référence, voilà, c'est des choses qui sont suivies par les pouvoirs publics. Si c'est d'autres modes d'indexation, notamment voilà, complètement sur les marchés, c'est plus risqué. Donc voilà, c'est pas forcément les offres qu'on recommande. Voilà. Il y a plein d'autres éléments auxquels il faut faire attention, euh, euh, notamment pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec Internet, à souscrire une offre 100% en ligne, parce qu'après, on ne pourra pas avoir quelqu'un au téléphone. Et puis, il y a quelque chose qui est très important, c'est la qualité du service client. Alors ça, c'est pas facile à mesurer. Un indicateur, hein, ça peut être ce que disent les associations de consommateurs des fournisseurs, c'est un bon indicateur. Et puis sinon, nous, on publie un indicateur dans notre rapport d'activité, et puis il est accessible depuis le comparateur sur le petit onglet que je vous ai montré là, que faut-il regarder pour comparer les offres. On a mis le taux de litige par fournisseur. Le taux de litige, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de litiges qu'on reçoit pour chacun des fournisseurs, et c'est ramené à la taille de son portefeuille client. Voilà. Parce que bien évidemment, les fournisseurs qui ont plus de clients, il y a plus de litiges. Voilà, c'est mécanique. Donc voilà, c'est un taux pour pouvoir faire un classement. Et donc, voilà, là, je vous ai mis les fournisseurs qui ont les taux de litige les plus élevés. Donc là, c'était en 2022. En 2023, on va l'avoir dans 1 mois ou 2. Voilà. Et tous les fournisseurs qui sont ici, c'est beaucoup ceux qui avaient modifié les prix en cours de contrat. Et donc, ça a créé énormément de réclamations, puisque les consommateurs avaient parfois mal été informés ou informés de manière pas très transparente. Ça a vraiment fait un très grand nombre de litiges. Et de l'autre côté, vous avez des fournisseurs qui ont des taux de litige les plus faibles. Bon, parmi eux, il y a les gros fournisseurs, mais vous avez aussi des petits fournisseurs. Il ne faut pas dire les gros fournisseurs sont bons, les petits sont pas bons, c'est pas vrai. Voilà, dans les petits, et dans même ceux qui sont encore plus petits, ils ont moins de 100 000 clients, donc ils ne sont pas affichés dans notre tableau. Voilà, hein, vous en avez vous aviez par exemple les 2 fournisseurs Mega et Wikiwi qui avaient des taux de litige encore supérieurs, qui auraient été supérieurs à 1000 si on les avait mis là. Voilà, le fournisseur Mega a maintenant arrêté son activité, mais en France, mais bon, voilà, le fournisseur existe toujours. Et à l'inverse, vous avez 2 autres petits fournisseurs qui sont Mercoop et Octopus, qui ont des taux de litige du même niveau que les meilleurs sur cette page. Donc voilà, donc vraiment, il y a le prix, mais il n'y a pas que le prix qui est important.
Et là, pendant la crise, les fournisseurs avaient un peu arrêté de démarcher. Mais là, maintenant que les prix sont de nouveau plus bas sur les marchés, là où ils achètent l'électricité, mais on voit une reprise du démarchage, hein. On voit, là, enfin, nous, là, on est alerté de démarchage auprès de personnes qui ont plus de 90 ans, alors que normalement, ils s'engagent à ne pas démarcher à domicile personnes les plus âgées. Donc voilà, bien évidemment, bah, le message, c'est ne pas signer au moment du démarchage, que ce soit à domicile ou par téléphone. Et par téléphone, ne jamais signer pendant l'appel. Normalement, c'est interdit. Ça arrive souvent que ça passe comme ça. On peut demander à recevoir les informations et après, on regarde de manière posée, voilà, chez soi et sans se fier au montant des mensualités sont souvent sous-estimés. Et pour les sous-estimer, hein, ce qu'ils font, c'est qu'ils sous-estiment la consommation réelle. Et puis voilà, du coup, mécaniquement, ça fait des mensualités beaucoup moins chères, alors que le prix ne l'est pas forcément. Si on a signé, il y a toujours les 14 jours de rétractation pour changer, c'est pas un problème. Et puis, même si on a dépassé les 14 jours, on peut rechanger de fournisseur, hein. Voilà, il n'y a pas d'engagement sur la durée, il faut vraiment dire ça. Et voilà, je rappelle aussi sur cette page, hein, qu'il ne faut pas hésiter à se mettre sur Blocktel, hein. Voilà, c'est un outil perfectible, mais il a le mérite d'exister, et à signaler les mauvaises pratiques de démarchage sur le site de la DGCCRF qui s'appelle signalconso.gouv.fr. Voilà, c'est pratique, c'est par Internet. Voilà. Être vraiment, voilà. N'hésitez pas à le faire parce qu'au plus il y a des signalements, au plus il y aura des enquêtes faites par la DGCCRF. Il y a un autre piège que je voulais mentionner, et je crois que quand les gens sont inscrits, il y avait quelqu'un qui posait un peu la question, c'est bah, est-ce que les prix des contrats peuvent être modifiés en cours. Donc, alors, pour les préfixes, non, quand on a signé une offre à préfixe, non. Pour les autres types d'offres, il y a un article du Code de la consommation qui permet aux fournisseurs, s'ils le souhaitent, de modifier le prix des contrats en cours en prévenant un mois à l'avance. Mais ils doivent prévenir le consommateur un mois à l'avance et ils doivent le faire, je l'ai mis en gras, de manière transparente et compréhensible. Donc voilà, toute l'année dernière, et ça continue encore cette année, on a énormément de litiges liés à ça, où il y a eu des modifications de contrats en cours, au moment des renouvellements de contrats, voilà, avec des prix très élevés, et où le consommateur soit n'a pas été prévenu, soit a été prévenu de manière pas du tout transparente. Voilà, quand on vous dit voilà vos nouveaux prix, ou ce sont les meilleurs prix, compte tenu du marché actuel, et qu'en fait c'est x3, effectivement, ça peut mettre des personnes vraiment dans la difficulté. Sur ces cas-là, il ne faut vraiment pas hésiter à faire des réclamations auprès du fournisseur en disant bah, voilà, la personne n'a pas été prévenue de manière claire et compréhensible. Voilà, on demande un dédommagement. Et puis, voilà, il ne faut pas hésiter à nous saisir. Là, c'est des dossiers qu'on traite un peu à la chaîne en ce moment au service métier. Et il y a un autre point que je voulais voir avec vous, parce que enfin, voilà, effectivement, vous vous êtes beaucoup confronté à tout ce qui est difficulté de paiement. En revanche, là-dessus, nous, on ne peut pas vraiment intervenir. C'est ce que je disais, ce n'est pas vraiment dans notre champ de compétences. Nous, on n'a pas d'aide financière. Voilà, donc là-dessus, c'est plutôt l'inverse, hein. Nous, quand des personnes nous s'adressent à nous pour des difficultés de paiement, on leur dit bah, une difficulté de paiement seule, ce n'est pas un litige, on ne peut pas intervenir et on renvoie vers les services sociaux. Et en revanche, ce que je voulais vous dire, c'est que tous les fournisseurs ont l'obligation d'avoir un correspondant précarité-solidarité. Donc en général, hein, les services sociaux, vous connaissez tous correspondant précarité-solidarité des deux principaux, enfin, des deux historiques, des FNJ, qui ont effectivement des gros services avec des correspondants précarité, solidarité. Mais les autres fournisseurs en ont forcément un. Voilà. Et donc, du coup, nous, maintenant, on tient à jour une liste des correspondants solidarité de tous les fournisseurs. Et donc, on la met à disposition, hein, de tous les services sociaux ou les associations qui nous les demandent. Voilà.
En revanche, cette information, hein, c'est que pour voilà, les services sociaux et les associations. C'est pas donné aux consommateurs. Hein, donc voilà. Donc c'est pour ça que c'est pas sur notre site internet et que c'est sur demande. Et voilà. Et n'hésitez pas quand vous accompagnez des consommateurs, les correspondants de précarité et solidarité des fournisseurs sont en général voilà, beaucoup plus conciliants pour obtenir des échéanciers de paiement. Voilà. Évidemment, vous savez qu'il faut essayer d'aide et que il y a la trêve hivernale des coupures en hiver. La trêve hivernale, on ne peut pas couper. En revanche, on peut réduire la puissance en électricité. Et ça, effectivement, ça peut être très embêtant. Quand on est chauffé à l'électricité, si on a une baisse de puissance, bah, dès qu'on met son chauffage, hein, ça disjoncte. Hein. Donc voilà, c'est quand même très embêtant. Donc, il peut y avoir une baisse de puissance en hiver, sauf pour les consommateurs qui bénéficient du chèque énergie. Et il y a une nouvelle protection depuis l'année dernière, c'est que quand on est bénéficiaire du chèque énergie ou qu'on a bénéficié d'une aide du Fonds de solidarité logement l'année précédente, en cas d'impayé, les fournisseurs, en dehors de la trêve hivernale, les fournisseurs ne peuvent pas couper directement l'électricité. Ils commencent d'abord par la réduire pendant au moins 60 jours avant de pouvoir couper. Ça permet aux consommateurs d'essayer de trouver une solution avant d'arriver à la coupure. Donc voilà. Et donc là, j'ai mis un lien vers une des fiches qu'on a, hein, qui est voilà, que faire si j'ai des difficultés de paiement. Voilà, on a des fiches un peu sur tout les thèmes. Voilà, là, je pense que je vous ai dit à peu près, enfin voilà, j'ai voulu balayer un peu ce qu'on pouvait faire dans notre service information. Donc, vous voyez, il y a énormément d'informations qui sont à disposition. Et puis, voilà, s'il manque une info, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Et vraiment, on essaye de mettre les informations d'actualité sur la page d'accueil de notre site Énergie Info et de la relayer également sur les réseaux sociaux. Et donc voilà, notre deuxième mission, la mission de médiation, celle qui fait qu'on est, voilà, qu'on est connu et puis qu'on essaye de faire vraiment bouger les pratiques des fournisseurs, c'est notre mission de médiation. Alors pour qui on peut intervenir? Je vais aller vite puisque là on parle des particuliers, donc on peut intervenir pour les consommateurs particuliers, mais aussi pour les toutes petites entreprises et également pour les associations ou des copropriétés. Et on peut intervenir pour l'électricité et le gaz naturel, mais également pour les autres énergies de chauffage, pour le bois, le fioul, les citernes GPL. Donc là, on peut tout à fait intervenir. Voilà. En revanche, on ne peut pas intervenir pour tout ce qui est travaux de rénovation énergétique, prime énergie, tout ça. Ça nous arrive. On est très souvent saisi, malheureusement, on ne peut pas intervenir. Voilà. Et même, hein, c'était une des questions que j'ai vues qu'il y avait, c'est est-ce qu'on peut voilà, donner des informations pour diminuer sa consommation pour les travaux de rénovation. Là, voilà, ça ne fait pas partie de notre champ de compétences. On renvoie en général dans ce cas-là vers France Rénov hein, pour des questions de ce type-là. Voilà pour notre champ de compétences. Et alors, voilà, comment ça se passe si les personnes, si on veut nous saisir, savoir que c'est gratuit, hein, que ce soit, voilà, et que le consommateur peut nous saisir soit directement, soit par son représentant. Donc, vous pouvez soit accompagner un consommateur à nous saisir lui directement, soit vous pouvez le saisir, nous saisir pour lui. Bien évidemment, il faut qu'il donne l'autorisation de le faire. Et nous, pour pouvoir instruire un dossier en médiation, la condition principale qui fait que voilà, les dossiers au début sont pas considérés comme recevables, c'est qu'il faut avoir fait une réclamation écrite à l'opérateur concerné qui date d'au moins 2 mois. Alors, écrit, parce que voilà, écrit hein, pour qu'il y ait une trace. Et pourquoi il faut enfin, souvent on nous dit 2 mois c'est long. Oui, 2 mois c'est long, mais le médiateur, ce n'est pas le service client des fournisseurs, on est une voie de recours. Donc voilà, il faut laisser la possibilité aux fournisseurs de régler le problème. Donc voilà, c'est vraiment pour ça qu'il
il y a ce délai de 2 mois qui est fixé par la loi, mais qui est logique. Et il faut nous donner un dossier complet, parce que nous, on n'a pas accès à la base client des fournisseurs et du gestionnaire de réseau. Nous, on est une tierce partie, hein. Donc voilà, il faut nous donner le plus d'éléments possible. Il ne faut pas nous dire, bah, vous avez les éléments. Non, nous, on ne les a pas. On va, en médiation, ensuite, on va échanger avec le consommateur, le fournisseur, le gestionnaire de réseau, mais ça n'empêche que, voilà, il faut nous donner les informations. Voilà. On peut nous saisir en ligne, de préférence, c'est plus simple pour tout le monde. Voilà, on a un site qui s'appelle solène.fr pour nous saisir, et j'ai rappelé également l'adresse, hein. Voilà. Et notre objectif, c'est de répondre à peu près enfin, le délai réglementaire, c'est on doit proposer une solution dans les 90 jours. Malheureusement, comme vous le voyez sur cette page-là, on ne répond pas enfin, en ce moment, on est un peu victime de la crise énergétique, enfin, voilà, du nombre de dossiers qui arrivent. On arrive à proposer des solutions en 145 jours. Ça, c'était en 2022, ça a un peu diminué en 2023, mais on est toujours au-delà de 100, alors qu'on devrait répondre dans les 90 jours. On arrive dans les 2 tiers des cas à un accord amiable, c'est-à-dire que la solution qu'on propose, elle convient aux consommateurs, aux fournisseurs et à nous. Donc voilà, c'est parfait. Et quand on n'y arrive pas, eh bien, on fait une recommandation de solution. Mais cette recommandation de solution, elle est suivie à plus de 90% des cas par les fournisseurs. Donc ça veut dire que voilà, elles sont effectivement mises en œuvre. Donc c'est plutôt satisfaisant pour tout le monde. Je vous rappelle un petit peu nos partis pris quand on traite un dossier en médiation. Évidemment, identifier les responsabilités. On respecte le droit, enfin, on fait en droit et en équité nos solutions. On respecte le principe de confidentialité et on informe toujours le consommateur qu'il peut ensuite aller en justice, soit s'il n'est pas satisfait de notre solution, soit si l'opérateur ne la met pas en œuvre. Enfin, décide de ne pas la mettre en œuvre, hein, parce que nos décisions, enfin, nous, c'est de l'amiable. Donc, les opérateurs ne sont pas obligés de nous suivre, même s'ils nous suivent dans plus de 90% des cas. Et pour essayer d'améliorer le marché, c'est ce que je vous ai dit au tout début de la présentation, il nous arrive de faire des recommandations qu'on dit à portée générique. C'est-à-dire, quand on voit une mauvaise pratique qui se répète, on fait une recommandation pour dire, bah, là, il faut absolument changer les choses. Et on l'a fait aux fournisseurs concernés, mais on la publie de manière anonymisée sur notre site pour dire à tous les fournisseurs, bah, voilà, il faut le faire. Par exemple, sur la transparence des prix, voilà, ce qu'on dit bien, c'est quand vous changez les prix, soit au moment d'un renouvellement de contrat, soit en cours de contrat, on vous demande de mettre l'ancien prix, le nouveau prix et le pourcentage de hausse. Voilà, ça c'est une chose qu'on peut dire dans une recommandation générique. Et on peut après essayer euh, de pousser pour que ça arrive dans la loi. Donc, voilà. Et donc, à partir de nos recommandations génériques, on publie ce qu'on appelle un guide. On a publié un guide des bonnes pratiques. Alors, il est surtout à destination des opérateurs. Je ne sais pas si vous le voyez, mais là, enfin, il est sur notre site internet. Il est quand même très, très voilà, lourd, mais c'est avec vraiment toutes les choses qui me paraît indispensable qu'un opérateur performant et efficace fasse. Et voilà, on leur demande de le suivre quand ils le font pas. On échange avec eux. Et en plus de ça, c'est ce que j'ai dit également au début, on a des propositions législatives pour améliorer les pratiques. Voilà, maintenant, on commence, qui sont dans nos rapports annuels, et maintenant, on les met aussi sur notre site internet, proposition par proposition, pour que ça soit davantage accessible et pour les porter encore plus. Comme j'ai été très bavarde, je vais être obligée d'aller un peu vite sur des exemples, mais du coup, je répondrai à vos questions si vous en avez. Et voilà, je vous en donne trois, mais du coup, très rapidement, si un consommateur vient vous voir parce qu'il a reçu une facture vraiment de plusieurs milliers d'euros qui paraît anormale, la première chose à voir, c'est d'essayer de voir si c'est à cause d'une augmentation de prix, et puis là, voir si cette augmentation était licite ou pas. A été bien informé, ou bien si cette augmentation est liée à une évolution de la consommation, parce que et si c'est lié à une évolution de la consommation, est-ce que c'est parce que c'est un rattrapage, parce que avant c'était sur une estimation, ou bien est-ce que il a changé ses modes de consommation, par exemple si on vient
on a une pompe à chaleur, forcément la consommation risque d'augmenter si avant on était chauffé au gaz, enfin, voilà, des choses comme ça. Voilà. Après, voilà, on a des fiches sur notre site pour essayer de donner des pistes, mais après, quoi qu'il arrive, écrire au fournisseur et nous saisir 2 mois après. Nous, on analysera selon effectivement voilà, cette trame que je vous donne. On a aussi parfois des litiges qui sont un peu compliqués, où des consommateurs sont résiliés sans explication. Alors, la résiliation, si c'est pour un impayé, voilà, au bout d'un moment, on s'en rend compte, voilà, on s'en rend compte quand même assez rapidement, mais parfois, il y a des résiliations qui sont vraiment inexpliquées. Enfin, elles sont mais soit parce qu'il y a une inversion de numéro de compteur, donc là c'est compliqué, il y a pas mal de démarches à effectuer, ou bien voilà, à cause de souscription contestée à l'occasion d'un démarchage. Dans les 2 cas, hein, voilà, pas hésiter à faire des réclamations et à nous saisir, on peut intervenir. En général, pour les contestations de souscription, ça se règle assez vite. Les inversions de compteurs, ça peut être plus compliqué. Et il y a un type de litige sur lequel je veux vraiment reparler avec vous. Ça concerne le chèque énergie. Parce que je pense qu'il va y en avoir beaucoup en 2024. Je ne sais pas si vous vous souvenez en début de webinaire où je vous ai dit qu'effectivement en 2024, le chèque énergie va être envoyé aux mêmes bénéficiaires qu'en 2023. Donc, du coup, c'est sur la base d'informations qui sont quand même assez vieilles, hein, puisque c'est 2022, que les personnes qui pensent qu'elles peuvent être éligibles devront effectuer une réclamation. Voilà. Et donc là, il faudra bien faire une réclamation, mais auprès des services qui distribuent le chèque énergie, hein, qui est l'agence de services et de paiement. Voilà, il y aura un site sur lequel faire une réclamation, mais qui sera mis en place en mai. Voilà, c'est bien à eux qu'il faut s'adresser. Ça ne sert à rien de nous contacter, nous, le médiateur national de l'énergie. Nous, c'est pas nous qui envoyons le chèque énergie et on n'a pas du tout accès aux informations. Nous, on peut intervenir uniquement si le litige concerne l'encaissement du chèque énergie. Si un consommateur a envoyé son chèque à son fournisseur et qu'il n'en a pas tenu compte dans la dette que le consommateur a. Voilà, des choses comme ça, on peut vraiment intervenir. Ou par exemple, si la personne a envoyé son chèque énergie et que pendant l'hiver, il a une baisse de puissance. Donc là, le fournisseur n'a pas le droit. Voilà. Et donc voilà, c'est sur des choses comme ça qu'on peut intervenir, mais nous, c'est lié au fournisseur. Si c'est juste sur la réception du chèque énergie, il faudra vraiment voir avec l'agence de services et de paiement. Voilà, du coup, j'ai remis le numéro vert, j'ai mis le site internet. Et si malgré les démarches, vous n'arrivez pas à faire régler le problème, il y a un médiateur de l'agence de services et de paiement, donc vous pouvez faire appel à lui. Voilà, et du coup j'ai fini. Je vous ai juste mis à la fin une page avec tous les moyens pour nous contacter. J'ai remis voilà, notre service énergie info, notre comparateur, comment nous saisir en ligne sur Solène. Et puis on met de la documentation à disposition. Puis on a des plaquettes, des guides, des choses comme ça. Et puis n'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse communication si vous voulez la liste des correspondants précarité des fournisseurs. Ça peut vraiment être utile. Voilà, si vous n'avez pas les coordonnées des correspondants précarité de certains fournisseurs. Et donc voilà. Merci beaucoup, Caroline. Merci, parfait. Je laisse Aurélien relayer les diverses questions. Oui. Oui, merci Caroline pour cette présentation très complète. Alors, il y a quelques questions sur les types de contrats de fourniture. Il y avait une demande de préciser ou de rappeler en tout cas la différence entre prix fixe et tarif fixe et tarif indexé. D'accord. Vous pouviez revenir dessus rapidement. Alors, prix fixe, ça veut dire, alors toujours quand dans les contrats, hein, il y a toujours l'abonnement. Voilà, donc là, l'abonnement, de toute façon, voilà, c'est fixe et il est donné. Et puis, vous avez prix fixe ou prix indexé, ça concerne le prix du kilowattheure. Voilà. Et parfois, le fournisseur s'engage à un prix fixe. Il dit, pendant 1 an, 2 ans, mon prix, ça va être du kilowattheure. Et il ne bougera pas sur la période. Voilà. Donc là, c'est un prix fixe. Alors parfois, il y a des subtilités, c'est-à-dire qu'il s'engage à ce que son prix soit fixe, sauf la partie acheminement qui, en général, évolue.
Ça, c'est prix fixe. Et prix indexé, c'est quand un prix évolue en même temps que une autre valeur. Quand on dit qu'en électricité, ça va être plus simple, si on dit qu'une offre a un prix indexé sur les tarifs réglementés d'électricité, le prix du kilowattheure, en général, les fournisseurs disent, bah, moi, par rapport au tarif réglementé, mon offre, elle est à moins 12%. Voilà, ça veut dire que il est moins cher de 12% par rapport au tarif réglementé, mais que là, s'ils augmentent, en général, c'est en 1er août, ils évoluent. Si les tarifs réglementés augmentent au 1er août, et bien, leur offre, le prix de leur contrat augmentera dans les mêmes proportions à cette date-là. Voilà, c'est la différence entre les deux. Merci. Et pour le coup, donc, dans le cas d'un contrat à prix fixe du kilowattheure, on est bien d'accord que les taxes et les abonnements peuvent par contre augmenter, comme ça a été le cas, je crois, en début d'année pour le gaz, et il faut donc quand même rester vigilant aussi sur la part abonnement et les taxes sur lesquelles on n'a pas forcément la main, évidemment, Oui, à la souscription. tout à fait. L'abonnement peut évoluer, bah, ça dépend de ce qui est prévu dans le contrat. Mais oui, ça peut évoluer. Et effectivement, là, au 1er février, hein, il y a eu une hausse très importante d'une des taxes qui s'appelle la CSPE ou la TICFE, elle a deux noms. Voilà, et effectivement, elle a augmenté fortement et elle a impacté tous les contrats, qu'on soit au tarif réglementé, mais aussi une offre indexée sur le tarif réglementé, mais aussi à prix fixe. Ça, c'était une hausse pour chaque kilowattheure, en fait. Hein, c'est passé 1 euro pour 1000 kWh à 21 euros par 1000 kWh. Merci. Sur la question il y a des questions sur la hausse du tarif en cours de contrat et le fait que le fournisseur doive un mois avant informer de manière claire et transparente, je crois que c'est comme ça dans l'article, le consommateur. Comment on pourrait se rendre compte il y a une question de savoir comment on peut se rendre compte que le prix du contrat a changé si on n'a pas été prévenu. Malheureusement, en général, surtout quand on est mensualisé, parce que la grande majorité des consommateurs sont mensualisés, ils s'en rendent compte quand ils reçoivent leur facture de régularisation et qui est très, très élevée. C'est comme ça qu'ils s'en rendent compte. Et c'est à ce moment-là où, effectivement, il faut regarder et se dire pourquoi le prix il est très différent. C'est à ce moment-là qu'ils s'en rendent compte. Voilà. Et c'est là que ça pose problème. Parce que je me rends compte, j'en profite du coup pour compléter ce que j'avais dit sur les hausses en cours de contrat, c'est qu'en plus, les fournisseurs, pour nous, ils doivent informer de l'augmentation de manière transparente, compréhensible. Mais en plus, pour nous, ils doivent aussi revoir les mensualités à la hausse. Parce que si vous doublez le prix, pas de raison que les mensualités, elles ne doublent pas. Et ça, les fournisseurs ne l'ont pas fait ou l'ont mal fait. Voilà, vous avez certains fournisseurs qui ne l'ont pas fait du tout. Et vous avez des fournisseurs qui le font, mais qui le font avec retard. Donc, ils vont le faire avec 3-4 mois de retard. Et pendant ces 3-4 mois, ça crée des difficultés. Donc, pour nous, il y a une faute du fournisseur s'il n'a pas réévalué ses mensualités à la hausse. Voilà. Donc, en complément à ce que j'ai dit. D'accord. Et donc cette loi, elle est valable aussi pour les offres à prix fixe? Offre à prix fixe, non. On n'a pas le droit de modifier un contrat, une offre à prix fixe, parce que la prix fixe, c'est une caractéristique intrinsèque. Alors, je ne suis pas juriste, donc je ne le dis pas de manière comme il faut, mais voilà, on ne peut pas modifier le prix d'une offre à prix fixe, parce que ça fait partie du point essentiel du contrat. En revanche, quand un contrat à prix fixe arrive à échéance, parce que les contrats à prix fixe, ils sont sur une durée 1 an, 2 ans. Donc voilà, si vous aviez un prix fixe très intéressant pendant 2 ans, quand ça arrive à échéance, là, le fournisseur vous propose un nouveau contrat avec des prix qui peuvent être très élevés. Et ça, on a eu beaucoup effectivement de litiges là-dessus. Voilà, ça, il a le droit quand le contrat arrive à échéance, mais pareil, il doit le faire de manière transparente et compréhensible, ce qui n'a pas toujours été le cas. Là, c'est effectivement, on a beaucoup de litiges là-dessus, sur les renouvellements de contrats, beaucoup, pour ne pas les nommer, avec Eni et Engie. Voilà, cette année, il y en a eu beaucoup. Enfin, cet été, il y a eu pas mal de choses dans la presse à ce sujet-là. Eux, c'est au moment des renouvellements de contrats où, effectivement, ils donnent les anciens prix, les nouveaux prix, de manière transparente et compréhensible également.
Merci. En ce qui concerne les coupures d'énergie, on a un petit cas pratique, une personne qui a plusieurs locataires qui ont eu leur électricité coupée en septembre, mais dont la fourniture n'a pas été rétablie au moment de la trêve, hivernale. Est-ce que c'est normal? Est-ce que Alors, c'est légal? euh, Si vous donc, avez la c'est pas, réponse. enfin, comment dire? Oui, enfin, je ne dirais pas que c'est normal, mais la loi ne dit pas qu'il faut remettre l'électricité. Si l'électricité a été coupée pendant la trêve, le fournisseur n'a pas l'obligation de redemander de mettre l'électricité pendant la trêve. Donc, malheureusement. Et il y a aussi un autre cas, enfin voilà, donc, malheureusement, c'est comme ça. Euh, c'est les personnes qui ont des citernes, enfin, du gaz en citerne, par exemple, que ce soit avec compteur ou bien des réseaux de gaz GPL en citerne, bah, eux ne sont pas, eux, ils sont carrément même pas concernés par la trêve hivernale, pardon. Ils peuvent être coupés pendant la trêve. Et ça, ils ont vraiment du mal à le comprendre, ceux qui sont coupés. Voilà. Merci. Il faudrait Il la y a une question sur la latitude des fournisseurs pour établir l'énergie quand il y a un impayé et un échéancier qui a été mis en place. Est-ce que la fourniture est rétablie dès le premier versement ou à l'apurement total de la dette? Enfin, voilà, est-ce que c'est encadré légalement ou est-ce que ça dépend du Alors, c'est pas fournisseur? encadré, donc voilà. Certains fournisseurs sont plus durs que d'autres. D'accord. Donc ça peut faire partie aussi des points de vigilance. Enfin, je ne sais pas si on peut avoir l'information au moment du choix du contrat de ce type de choses, Oui, mais mais après, c'est pas une info qui est publique, oui. Mmh, donc voilà. mmh, d'accord. Donc, Il y a une question là, ensuite, enfin, liée aux recommandations génériques que fait le médiateur. Est-ce que vous constatez des évolutions de pratiques des fournisseurs suite à vos recommandations génériques? alors oui, bah, déjà quand c'est qu'ils suivent pas la réglementation, voilà, en général ils se mettent à la suivre. Mais oui, oui, euh, voilà, ils nous suivent. Je sais qu'il y en a une, par exemple, qui était que quand les mensualités ne sont pas adaptées, que le fournisseur s'en rend compte en cours d'année, parce qu'il y a un relevé de compteur qui montre que la consommation est plus élevée que prévu, et de modifier les mensualités en cours d'année. Avant, la plupart des fournisseurs ne le faisaient pas. Ils attendaient la facture de régularisation au bout d'un an et voilà. Et maintenant, la plupart des fournisseurs, au bout de 6 mois, si nécessaire, ils réévaluent le montant des mensualités. Voilà. La seule chose, c'est qu'ils le font quand il y a une augmentation de la consommation, mais ils n'ont pas pensé à le faire quand ils ont augmenté leur prix. Mmh. Il y a une question donc pour une personne qui demande de donner des exemples de recours possibles suite à l'augmentation du prix de l'énergie en cours de contrat. Alors, on va peut-être pas donner différents exemples, mais est-ce qu'il y a sur le site des exemples de litiges type les indemnités qui ont pu être perçues ou Alors, anonymisées? comment dire? Oui, alors je crois pas qu'on en ait publié. Je vais regarder si on en a publié ou pas, mais c'est vrai qu'en fait, on fait quand même du cas par cas parce que ça dépend déjà s'il y a eu une information, après si elle était plus ou moins claire, s'il y a eu une réévaluation des mensualités. Donc voilà, et si le prix était vraiment extrêmement élevé par rapport aux autres prix sur le marché. Donc, non. Mais voilà, on n'a pas, je ne crois pas qu'on ait publié de cas particuliers. Parce qu'en plus, sur ces cas-là, on arrive à avoir des accords amiables en général avec les fournisseurs. Et j'ai pas publié. Mais Il y en a pas. revanche, il faut vraiment, pour demander un dédommagement, c'est vraiment est-ce que l'information a été faite de manière claire ou pas. Mmh, En gros, les prix sont libres, hein, mais voilà, il faut que l'information soit claire. d'accord. Sur la partie médiation, lorsque les mensualités ont été très sous-estimées, est-ce que c'est un cas possible de saisine du médiateur? On a le cas, voilà, de mensualités à 124 € par mois, et qui ont été régularisées en fin d'année à 700 € à payer, en plus. Est-ce que typiquement c'est un cas de litige possible? Alors oui, c'est clairement un cas de litige possible, et c'est lié souvent au moment de la vente, hein, où ça a été, voilà.
Tout à fait, voilà. Après, il faut que ça soit manifeste, hein. Enfin, nous, on a eu des cas, voilà, compte tenu des équipements de la personne, puisque le fournisseur est censé demander les équipements de la personne, et à partir de ça, il estime la consommation. Donc oui, si on estime que la consommation a été manifestement sous-estimée, on demandera un dédommagement. On peut tout à fait nous saisir là-dessus. D'accord. Et toujours Et sur il faut l'euro. pas que, Pardon. enfin, si c'est le consommateur qui a demandé à baisser ses mensualités, forcément non, hein. Mm, Enfin, voilà. mm. Et c'est toujours sur le rôle du médiateur. Est-ce qu'un consommateur peut vous transmettre une facture pour avoir des explications sur la facture et les incohérences? Alors, on aimerait bien, et c'est vrai que nous, au service information, on n'a pas forcément toujours le temps de le faire, mais normalement, c'est le rôle du fournisseur d'expliquer. Donc, il faut d'abord appeler son fournisseur. Enfin, voilà, si le fournisseur ne donne pas d'explication claire, euh, vous pouvez essayer de nous appeler, mais en général, enfin, voilà, on est un peu trop surchargé pour faire ça. Donc, réclamation écrite et après, vous obtiendrez une. Mm, Mais le fournisseur est censé vous expliquer sa facture, hein, même si parfois il mm, renvoie vers nous. oui. Mm. Il y a certains fournisseurs qui ont du mal à éditer des factures. Apparemment, elles Mm. sont souvent envoyées que quand le client décide de changer de fournisseur ou de saisir le médiateur. Qu'est-ce que vous conseillez là-dessus? Alors, Pour le coup, est-ce que c'est un cas alors, aussi de litige? il y a eu par le passé des fournisseurs qui avaient des blocages de facturation parce qu'ils ont changé de système informatique, etc. Là, on en a un nouveau actuellement, mais pour du GPL, qui a un problème aussi avec son service, son système d'information. Donc, c'est arrivé par le passé. Actuellement, j'ai pas, enfin voilà, j'ai pas eu d'alerte particulière, mais et puis souvent, en fait, les fournisseurs, ils font une facture par an quand on est mensualisé. Quand on a décidé d'être mensualisé pour lisser sa facture sur un an, les consommateurs ne reçoivent qu'une facture par an. Après, ils peuvent sinon demander, il y a d'autres modes de facturation, c'est soit de recevoir une facture tous les 2 mois, soit même maintenant, certains fournisseurs proposent des factures mensuelles sur la base de sa consommation réelle. Voilà, si vous voulez vraiment une facture tous les mois ou tous les 2 mois, vous pouvez. Après, sinon, voilà, quand on est mensualisé, ce qu'on paye tous les mois, c'est des estimations, mais on reçoit qu'une facture par an. Voilà, donc ça permet de lisser, mais du coup, on n'a qu'une facture par an. Et donc, du coup, ben, voilà, hein, si on change au bout de 9 mois, effectivement, c'est au moment de la résiliation qu'on on va recevoir sa facture, puisqu'avant, c'était pas. Voilà. Mais voilà, à ma connaissance, il n'y a pas de blocage, mais après, voilà, ça dépend. S'il y a blocage, il faut demander au fournisseur pourquoi et nous saisir. Mais voilà, il y a 2, 3 ans, voilà, on avait un fournisseur qui avait changé son système d'information et où c'était assez systématique. Merci. Alors, il y a une question sur plus le chèque énergie, sur le fait que des permanences sont prévues dans les espaces France Service. Est-ce que vous savez qui va assurer ces permanences? Est-ce qu'il y a un contact est-ce que le personnel France Service va être formé à l'usage du chèque énergie, aux réclamations? Est-ce que vous avez des recommandations pour affronter la vague de réclamations qui s'annonce pour les nouveaux accédants au chèque énergie, ceux ayant déménagé après 2022? En sachant que vous l'aviez précisé, je crois, dans la présentation, que pour la partie chèque énergie, c'était pas, ça rentrait pas dans le giron du médiateur. Oui, alors après, voilà, c'est vrai que ça a été une annonce, hein, que c'est les agences France Service qui vont répondre aux questions. Je pense qu'à mon avis, là, l'administration doit être en cours d'essayer de voir comment faire, hein, puisque là, c'est un peu euh, dans le bas de combat, hein, puisque voilà, cette histoire de rattrapage pour ceux qui n'ont pas reçu, voilà, c'est. Voilà. Donc non, j'ai pas d'informations. En revanche, ce qu'il faut vraiment dire, c'est qu'a priori, pour les personnes qui feront une réclamation, ça sera uniquement à partir de mai, parce que le chèque énergie enfin, au même bénéficiaire que 2023, il va être envoyé entre euh, avril et mi-mai, comme les années précédentes. Et donc, du coup, voilà, ça sert à rien de commencer à réclamer dès maintenant, hein. Ça va engorger pour rien, ça sera pas traité. Donc, voilà, il faut d'abord attendre. Et quand le système sera mis en place pour mai, enfin voilà, le système de réclamation, c'est à ce moment-là qu'il faudra faire. Parce que là, pour l'instant, ils n'ont pas du tout mis en place les choses. Et donc, réclamer maintenant, ça ne sert à rien. Nous, je le vois, hein, à Énergie Info, on a plein de questions. Quand est-ce que je vais recevoir mon chèque? J'ai pas reçu mon chèque 2024. Bah oui, c'est normal en février de ne pas avoir reçu son chèque énergie 2024.
en 2023, il a été envoyé entre avril et mai. En 2024, pour ceux qui le recevront bien automatiquement, ça sera entre avril et mai. Donc, pas de réclamation tout de suite, il faut attendre. Normalement, on le recevra. Et puis, tous ceux qui avaient aussi réaffecté leur chèque pour qu'il soit déduit, bah, ça marchera comme l'année dernière. Hein. Enfin, voilà, c'est pas. Voilà, globalement, ça marchera bien. C'est que pour les nouveaux bénéficiaires qu'il y aura pas que ça va être. Voilà, qu'il faudra faire une réclamation. Pour tous les autres, ça marchera bien. Mais voilà, faut attendre voilà, d'ici mai pour éventuellement réclamer. Et en revanche, c'est vrai qu'il faudra souvent les personnes qui sont en difficulté de paiement, bah, elles attendent leur chèque énergie pour pouvoir payer une dette et pour éviter d'être coupées en avril. Et donc, bah, pour celles qui le recevront, très bien. Et pour celles qui malheureusement pourraient en bénéficier auront pas, il faudra qu'elles essayent de dire à leurs fournisseurs d'être un peu compréhensifs parce qu'ils vont recevoir le chèque énergie, mais qu'il faut qu'ils fassent les démarches. Parce que c'est un peu, voilà, c'est pas inquiétant, mais il faudra voir quel est le délai pour obtenir son chèque énergie en cas de réclamation. Voilà. Ça risque de mettre les personnes en difficulté. On a une question sur le bouclier tarifaire, avec l'exemple d'une facture Engie avec un montant du kilowattheure très élevé, donc une facture élevée, puis une autre facture reçue avec un remboursement suite au bouclier tarifaire. Est-ce que vous savez si ce sera le même fonctionnement cette année? C'était une facture, il dit si c'est électricité ou gaz. Non, facture chez Engie. Ok. Pour moi, c'était que cette année. Je suis pas sûre que ce soit reconduit en 2024. Je vérifierai. Voilà. Oui, Mais moi, oui, effectivement, ils ont eu du mal à. Enfin, ils ont eu les infos un peu tard. Donc, parce que le bouclier tarifaire, c'était automatique si on avait une offre au tarif réglementé ou indexée sur les tarifs réglementés. Pour les autres types d'offres, effectivement, ils n'ont pas pu le faire tout de suite, donc ça a été fait dans un deuxième temps. Donc, c'était l'électricité. La personne voilà, a précisé. c'était l'électricité. Donc, c'était dans un deuxième temps. Et voilà, je dirais que c'était que 2023. Si ce n'est pas le cas, je vous ferai un petit mail. Très bien, merci. Il y a une question sur la mise en page des informations fournies sur les factures. Une question sur le fait de savoir si les informations, pourquoi la mise en page et les informations à faire apparaître sur les factures des fournisseurs n'est pas encadrée par l'État. Les informations de kilowattheures consommés ne sont jamais données pour les mêmes dates et génèrent des difficultés pour étudier les factures, les comparer par rapport à l'année précédente. C'est vrai que c'est souvent la question quand on conseille les ménages d'une facture à l'autre, on n'a pas forcément les mêmes. Enfin, les informations, je crois, sont encadrées par un article. Mais après, voilà, Oui, normalement, ce alors sont pas les mêmes. voilà, c'est vrai que les informations qui doivent figurer sur les factures sont encadrées par l'arrêté facture de 2008, je crois. Et voilà, il y a un arrêté facture qui dit toutes les informations qui doivent être présentes sur les factures, qui sont très longues et qui sont, enfin, voilà, qui sont très détaillées, mais c'est pour permettre de tout retrouver, le prix du kilowattheure, l'abonnement, les taxes, etc. Donc oui, voilà, c'est bien ça. C'est encadré par un arrêté. Par contre, ces factures ne sont pas normalisées. Ça a souvent été demandé, notamment par les associations de consommateurs. Voilà, mais les fournisseurs disent que, enfin, voilà, ils veulent avoir la main dessus. En plus, enfin, voilà. Oui, ça pourrait être bien, mais c'est pas facile. Voilà. Ce n'est pas le cas. C'est un peu encadré. Les informations qui doivent y être Oui. sont encadrées. Il y a les prix avant, enfin voilà, chaque prix selon les périodes, etc. Mais voilà, après, ça dépend aussi de son mode de paiement, etc. Merci. Et une dernière question, est-ce qu'il est possible d'avoir un récapitulatif sur les types d'offres? Là, on verra peut-être sur le site énergie-info avec les fiches pratiques qui sont très claires et très utiles, je pense. Exactement. Donc voilà, les informations sur les types d'offres. On a une fiche qui s'appelle Comment comparer les offres où on rappelle les différents types d'offres. Et après, quand on utilise le comparateur, il y a un petit picto qui est
peut-être pas forcément très lisible pour dire quel type d'offre c'est. Bon, quand c'est une offre à prix fixe, il y a une petite épingle sur une étiquette. Voilà, quand c'est indexé sur les marchés, un truc comme ça pour montrer que ça bouge beaucoup. Voilà, et on réexplique ce que c'est. Mais oui, oui, a priori, toutes les infos sont sur le site. Et voilà, j'avais essayé d'expliquer, mais apparemment, je suis peut-être allée trop vite sur effectivement les différents types d'offres qui existent. Ouais. Oui, puis c'est assez complexe aussi. Ouais. Bon, on va peut-être s'arrêter là, mais il est midi. Donc merci Caroline pour cette présentation d'émission du médiateur national de l'énergie. On n'aura pas pu répondre à toutes les questions. On a eu beaucoup d'informations en tout cas. Donc je voulais aussi, donc oui, pardon, le webinaire sera mis en ligne prochainement, sachant aussi qu'on communiquera dessus sur la prochaine newsletter. N'hésitez pas aussi à nous faire remonter vos idées de sujets ou de retours d'expérience, qu'on est très preneurs d'idées pour l'organisation des webinaires du réseau. Et puis, je voudrais aussi inviter celles et ceux qui ne sont pas encore membres du rappel à rejoindre le réseau. Donc, le rappel aujourd'hui, c'est 1200 membres partout en France, des acteurs impliqués de près ou de loin dans la lutte contre la précarité énergétique. Et en rejoignant le réseau, vous pourrez notamment recevoir nos newsletters où on partage des actus en lien avec la précarité énergétique, pour être au courant des prochains webinaires ou encore découvrir des outils qui pourraient vous être utiles. Voilà, donc Aurélien vous partage le lien pour vous inscrire dans le fil de discussion. L'inscription est gratuite, donc bienvenue à vous si vous souhaitez nous rejoindre. Encore un grand merci à toutes et tous et bonne journée et à très bientôt. Merci, au revoir.